Mon père a toujours minimisé mes efforts, me qualifiant de juste moyenne et jetant mes récompenses. Imaginez sa surprise quand une journaliste est venue m'interviewer pour les 30 innovateurs de moins de 30 ans. Il a affirmé qu'elle s'était trompée d'adresse. Je m'appelle Océane Harmony et j'ai 28 ans. Il y a exactement 12 ans, mon père est entré dans notre salon de banlieue de Chicago, tenant un chiffon humide et une bouteille de polish au citron. Il s'est arrêté devant la cheminée en briques et a fixé le manteau. Sans un seul mot d'avertissement, il a saisi mon trophée de championnat de débat scolaire. J'ai regardé sa main s'ouvrir. La lourde figurine en laiton lui a échappé des doigts et a heurté le fond de la poubelle en plastique de la cuisine avec un bruit sourd et creux. Il avait besoin de l'espace sur l'étagère pour exposer une plaque de tennis régionale remportée par mon frère aîné, Tristan. Quand je me suis levé du canapé pour lui demander ce qu'il faisait, mon père, Arthur, n'a même pas cligné des yeux. Il m'a regardé avec un rejet froid et calculé. Il a essuyé une trace de poussière sur la plaque de bois brillante de Tristan et a soupiré. Il m'a dit d'arrêter d'essayer si fort. Il a dit que j'étais juste moyenne et que je le serais toujours. Il a suggéré que j'économise mon énergie à chercher un mari convenable au lieu de courir après des chimères. Cette phrase est devenue la bande-son suffocante de ma jeunesse. Chaque bulletin parfait, chaque candidature universitaire, chaque ambition silencieuse était accueillie par ce même petit sourire dégradant. J'étais la déception désignée. Tristan était l'enfant d'or, destiné à une grandeur historique. J'ai passé plus d'une décennie à avaler cette marque spécifique de poison, prétendant qu'elle ne me brûlait pas la gorge. Mais mardi dernier, toute la hiérarchie stagnante de ma famille s'est fracturée en morceaux. Une journaliste financière senior du magazine La Tribune Financière a frappé à la porte d'entrée de la maison de mes parents. Elle portait un tailleur bien coupé et tenait un enregistreur audio en argent. Elle s'est présentée et a demandé une entrevue exclusive pour leur prochain reportage de couverture sur les 30 innovateurs de moins de 30 ans. Quand elle a regardé ses notes et a demandé à parler à Océane Harmony, mon père a ri directement à son visage. Il a croisé les bras sur son polo de golf de week-end et lui a dit qu'elle devait avoir la mauvaise adresse. Le mardi matin dans la banlieue de Chicago possédait toujours un calme printanier spécifique. Le tic-tac rythmé des arroseurs automatiques balayant les pelouses émeraudes manucurées signalait une autre journée d'opulence prévisible. Arthur Harmony se tenait dans le grand hall de la maison coloniale à 4 chambres qu'il considérait comme son royaume personnel. Il portait un polo de golf pastel impeccable et un pantalon kaki parfaitement repassé, se préparant pour un thé matinal à son club de campagne exclusif. Il fredonnait une mélodie basse, polissant la face de son nouveau driver en titane avec un chiffon en microfibre. Lorsque le lourd heurtoir en laiton a retenti contre la solide porte d'entrée en chêne, il s'attendait à un livreur déposant un colis de balles de golf premium. Il a ouvert la porte, arborant un sourire serré et pratiqué, prêt à offrir un pourboire condescendant. Au lieu d'un livreur, il a trouvé une femme debout sur son paillasson, dégageant une autorité calme et indéniable. Elle portait un blazer gris anthracite élégant, un pantalon ajusté et des lunettes cerclées de fils qui encadraient des yeux perçants et intelligents. Dans une main, elle tenait un enregistreur audio en argent. Dans l'autre, elle tenait en équilibre un épais portfolio relié en cuir. Elle n'a pas bronché sous le regard évaluatif de mon père. Elle s'est présentée comme étant Sarah, journaliste financière d'investigation senior pour la Tribune Financière. Arthur a gonflé la poitrine, se tenant un peu plus droit. Il a immédiatement supposé que l'univers reconnaissait enfin ses compétences parentales supérieures. Il a souri plus largement, révélant des dents parfaitement blanchies, et a dit à Sarah qu'elle devait chercher son fils, Tristan. Il s'est appuyé contre le chambranle de la porte, adoptant la posture d'un fier patriarche. Il a commencé à énumérer les qualifications de Tristan sans y être invité. Il s'est vanté que son fils était un brillant associé junior dans un cabinet d'avocats prestigieux du centre-ville, gérant des litiges d'entreprises complexes et à enjeux élevés. Il a offert d'appeler Tristan immédiatement pour organiser une entrevue, supposant que le magazine voulait un profil étendu des étoiles montantes du droit. Il a même mentionné la plaque de tennis régionale assise sur le manteau comme preuve de la dévotion de toute une vie de Tristan à l'excellence. Sarah l'a laissé terminer son monologue vantard. Elle n'a pas interrompu. Elle a simplement écouté, observant l'arrogance pure rayonnant de l'homme. Quand il a finalement marqué une pause pour respirer, elle a regardé son dossier imprimé, a tapoté son stylo contre la reliure en cuir, et a regardé à nouveau mon père. Elle a gardé sa voix égale et professionnelle, sans aucune trace d'amusement.
Elle l'a informé qu'elle n'avait aucun intérêt à interviewer un jeune avocat. Elle a déclaré qu'elle avait été dépêchée pour brosser le portrait du fondateur visionnaire d'une plateforme financière révolutionnaire pour leur prochain numéro de couverture sur les 30 innovateurs de moins de 30 ans. Elle a regardé Arthur droit dans les yeux et a demandé à parler à Océane Harmony. La réaction fut instantanée. Arthur laissa échapper un rire fort et saccadé. Le son a résonné dans la rue tranquille de la banlieue, dérangeant un vol d'oiseaux dans le chêne voisin. Il secoua la tête, supposant que la journaliste était la victime d'une farce élaborée ou d'une erreur administrative flagrante. Il s'essuya une fausse larme de joie de l'œil et dit à Sarah qu'elle avait la mauvaise adresse. Il a explicitement déclaré que sa fille Océane n'était qu'une assistante administrative moyenne qui répondait au téléphone et allait chercher le café pour les vrais cadres d'entreprise. Il a affirmé « Je pouvais à peine équilibrer un compte courant de base, sans parler de gérer une entreprise de technologie financière. » Il a utilisé le mot médiocre 2 fois dans la même phrase. Je savais exactement pourquoi il pensait cela. Pendant des années, j'ai intentionnellement laissé croire qu'était une employée subalterne luttant pour payer son loyer. C'était un camouflage stratégique. Quand j'avais 19 ans, travaillant des doubles quarts épuisants dans un restaurant graisseux pour financer mes études à l'université d'État, j'ai demandé à mon père un minuscule prêt. J'avais besoin d'exactement $150 pour déposer mes premiers documents d'enregistrement d'entreprise pour un projet de codage que j'étais en train de développer. Il s'est moqué de moi ce jour-là aussi, se tenant dans ce tout premier hall. Il m'a dit d'arrêter de faire semblant, d'abandonner mon stupide passe-temps informatique, et de me concentrer sur la recherche d'un mari qui pourrait subvenir à mes besoins. Il s'est ensuite retourné et a donné $300 à Tristan pour un voyage au ski de fraternité sans ciller. J'ai économisé mes pourboires de restaurant dans un bocal en verre conservé sous mon lit de dortoir jusqu'à ce que j'ai assez de billets froissés pour payer moi-même les frais de dépôt de l'État. Parce que je ne pouvais pas me permettre de louer une boîte postale commerciale, j'ai enregistré ma nouvelle société en utilisant l'adresse de ma maison d'enfance permanente. Je ne l'ai jamais changée. C'était un lien silencieux et invisible avec la maison où on m'avait répété que je n'arriverais jamais à rien. Sarah n'a pas réagi à sa moquerie. Elle n'a pas argumenté ni tenté de le persuader. Les journalistes qui passent leur carrière à disséquer les grands livres financiers de milliardaires impitoyables ne perdent pas leur souffle à débattre avec des hommes arrogants sur des perrons de banlieue. Elle a simplement ouvert son portfolio en cuir et en a sorti une seule feuille de papier. C'était une copie certifiée du registre d'entreprise original de l'État. Elle a tendu la main et a offert le document net à mon père. Arthur a pris le papier avec un sourire suffisant toujours plaqué sur son visage. Il a baissé les yeux, s'attendant à trouver une coquille. Le document portait le sceau officiel en feuille d'or de l'État de l'Illinois brillant sous le soleil du matin. Imprimé en gras noir se trouvait le nom de l'entité, Aura SAS. Juste en dessous se trouvait l'adresse commerciale désignée correspondant aux chiffres exacts boulonnés au pilier de briques reposant à quelques pouces de sa tête. Mais la dernière ligne est ce qui a coupé l'air dans ses poumons. Le registre indiquait le membre unique gérant, le fondateur et le directeur général, Océane Harmony. La suffisance a disparu du visage de mon père, remplacé par une confusion nette et suffocante. Ses yeux ont dévié du sceau d'or à la journaliste et retour au papier. Son esprit a lutté pour traiter les données contradictoires. Il a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. Sarah, remarquant son incapacité soudaine à saisir la réalité, a décidé de fournir le contexte nécessaire. Elle a tourné à la 2e page de son dossier. Elle l'a informé qu'Aura bouleversait actuellement tout le secteur de la finance mobile, fournissant des portefeuilles d'investissement automatisés pour des millions de travailleurs indépendants. Elle a lu les chiffres à voix haute, articulant chaque syllabe. Elle a déclaré que les analystes de Wall Street avaient récemment évalué l'entreprise de sa fille à près de $850 millions. Elle a demandé à nouveau si la fondatrice milliardaire était disponible pour un bref commentaire concernant son introduction en bourse à venir. Mon père a regardé la journaliste comme si elle parlait une langue étrangère. Le mot milliardaire est resté suspendu dans l'air humide du matin, lourd et suffocant. La fille qu'il avait écartée. La fille qu'il jugeait d'exception moyenne possédait une valeur nette qui éclipsait toute sa lignée générationnelle. La fondation de sa réalité a commencé à se fissurer et à se briser. Il avait passé 18 ans à construire une hiérarchie familiale rigide où Tristan trônait sur un trône doré et où l'on s'attendait à ce que je nettoie les sols. Cette seule feuille de papier prouvait que son trône était construit sur du sable et que je possédais toute la plage. Arthur a repoussé le document dans les mains de Sarah. Ses doigts tremblaient légèrement, trahissant sa panique interne.
Il a bredouillé une excuse faible et défensive, affirmant que je ne vivais plus là et qu'il n'avait aucune idée du genre d'arnaque illicite que j'exécutais derrière son dos. Il a reculé dans le hall, se retirant dans la sécurité de son couloir comme un animal blessé. Sarah a offert un signe de tête polie, reconnaissant la peur brute rayonnant de l'homme. Elle a sorti une carte de visite noire élégante de sa poche et l'a placée délicatement sur la rampe du Porsche. Elle lui a demandé de lui transmettre la carte chaque fois qu'il découvrirait comment contacter sa propre fille. Arthur a claqué la lourde porte en chêne. Le heurtoir en laiton a retenti vivement contre le bois. Il est resté dans la lumière tamisée de son hall, agrippant le bord d'une console antique, essayant de calmer sa respiration rapide. Il n'a pas ressenti de fierté. Il n'a pas ressenti une once de joie pour le succès monumental de sa progéniture. Il a ressenti une menace profonde et terrifiante pour son propre ego fragile. Si sa fille moyenne était un titan financier, qu'est-ce que cela faisait de lui? Qu'est-ce que cela faisait de son précieux enfant d'or qui vidait secrètement ses comptes bancaires? Il a sorti son smartphone de sa poche, ses doigts glissant contre l'écran en verre. Il a ignoré ses contacts et a composé mon numéro de mémoire. La journaliste frappant à sa porte n'était que l'étincelle initiale. La vraie explosion était sur le point de commencer via une connexion cellulaire, et j'étais assise dans mon bureau d'angle, regardant l'horizon de Seattle, parfaitement prête à répondre à l'appel. Arthur Harmony a bâti toute son identité sur l'illusion d'une prospérité illimitée. Au monde extérieur, il projetait l'image d'un patriarche aguerri dirigeant une riche dynastie de banlieue. Il passait ses après-midi à tenir court au bar du club de campagne, offrant des tournées de scotch coûteux et orientant chaque conversation vers son fils. Tristan était son chef-d'œuvre. Quand Tristan a obtenu sa lettre d'acceptation pour une école de droit d'élite de la côte Est, Arthur n'a pas hésité à financer le prestige exorbitant. Il est entré dans sa succursale bancaire locale et a tranquillement signé une montagne de documents de prêt hypothécaire secondaire. Il a tiré parti de la valeur nette de sa maison coloniale à 4 chambres et a vidé discrètement ses portefeuilles de retraite pour s'assurer que Tristan n'aurait jamais à compromettre son style de vie luxueux. Pendant que Tristan rejoignait des fraternités exclusives et portait des costumes sur mesure achetés avec de l'argent emprunté, je naviguais dans une réalité nettement différente. Mon père m'a coupé les vivres le jour où j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires. Il m'a dit qu'investir dans mon éducation rapporterait un faible rendement. Je me suis inscrite dans une université d'État locale en utilisant une combinaison de subventions fédérales et de travail manuel incessant. Ma salle de classe n'était pas bordée de lierre. Mon campus était une grille de béton. Je passais mes journées à assister à des conférences bondées et mes nuits à travailler le quart de fermeture dans un restaurant ouvert 24h24 près de l'autoroute. J'ai appris la vraie valeur de la monnaie en raclant le sirop séché sur des menus laminés et en comptant l'argent des pourboires froissés à 2h du matin. Mes pieds me faisaient mal constamment, et mon uniforme portait toujours la légère odeur de café rassis et d'eau de javel industrielle, mais ce restaurant m'a fourni une éducation inestimable en économie pratique. J'ai vu des travailleurs indépendants, des travailleurs à la pige et des designers indépendants avoir du mal à gérer leurs revenus irréguliers. J'ai remarqué une absence flagrante d'outils financiers automatisés conçus spécifiquement pour les jeunes femmes travaillant à leur compte. Le secteur bancaire traditionnel les ignorait, exigeant des soldes minimums élevés et offrant des frais prédateurs. Elles avaient besoin d'une plateforme algorithmique rationalisée pour diversifier automatiquement leurs revenus et constituer une richesse à long terme sans nécessiter un master en finance. J'ai décidé de construire exactement cette plateforme. J'ai dépensé mes maigres pourboires pour un ordinateur portable remis à neuf. Lorsque mon quart de travail se terminait, je m'asseyais dans la banquette d'angle du restaurant, sirotant une eau froide et m'enseignant la syntaxe complexe du codage financier jusqu'au lever du soleil. J'ai étudié la modélisation prédictive, l'architecture de base de données et les protocoles de chiffrement sécurisés. J'ai appelé le prototype Aura. Le code initial était brut et l'interface utilisateur était rudimentaire, mais la logique fondamentale était immaculée. Le lendemain de ma remise de diplôme universitaire, j'ai emballé mes quelques affaires dans le coffre d'une berline mourante. Je n'ai pas assisté à la cérémonie de remise des diplômes. Je n'ai invité mes parents à me regarder traverser une Seine. J'ai simplement conduit vers l'ouest jusqu'à ce que les plaines plates du Midwest se dissolvent dans les montagnes imposantes de Californie. J'ai loué un appartement studio sans fenêtre dans la Silicon Valley, à peine plus grand qu'un placard de rangement. Les murs étaient fins comme du papier et la plomberie faisait un bruit de cliquetis chaque fois qu'un voisin ouvrait un robinet. Je vivais de ramen instantané et d'une haine farouche et inébranlable. J'ai consacré chaque heure de mon éveil à affiner l'algorithme Aura,
le transformant d'un prototype fragile en un écosystème financier robuste et sécurisé. Sécuriser le capital initial s'est avéré être un exercice humiliant et épuisant. J'ai passé des mois à présenter mon logiciel à des sociétés de capital risque le long de Sand Hill Road. Je suis entré dans des salles de conférences en verre stérile, vêtu d'un blazer de magasin à prix réduit, faisant face à des rangées d'hommes riches en gilets polaires. Ils ont jeté un coup d'œil à mon diplôme de l'université d'État et à mon manque de réseau familial prestigieux et m'ont rejeté. Ils ont posé des questions condescendantes sur ma capacité à gérer la pression corporative. Ils ont suggéré que mon marché cible était trop spécialisé pour générer des revenus significatifs. Ils voulaient un fondateur charismatique avec un pédigré de l'Ivy League, pas une jeune femme tranquille d'un centre commercial du Midwest. J'ai refusé de laisser leur vision étroite dicter ma trajectoire. J'ai continué à affiner la présentation. J'ai cessé d'essayer de leur vendre un récit et j'ai commencé à armer mes données. La percée s'est produite lors d'une réunion de présentation avec un investisseur providentiel notoire, connu pour démolir les startups technologiques. Il était assis en face d'une table en chêne éraflée, examinant mes projections financières. Il n'a pas posé de questions sur mes antécédents ou mon père. Il a suivi avec son stylo les colonnes des économies projetées et des algorithmes d'acquisition d'utilisateurs. Il a reconnu l'efficacité indéniable de mon code. Il a fermé son portfolio en cuir et m'a offert une offre de financement de démarrage sur le champ. Ce seul chèque a allumé la fusée. Au cours des 3 années suivantes, Aura est passé d'une start-up chétive à un mastodonte financier. Nous avons révolutionné le secteur de la finance mobile. Mon équipe est passée d'une opération solo dans un studio exigu à une main-d'œuvre de 300 ingénieurs brillants. À mon 25e anniversaire, je dirigeais des conseils d'administration et concluais des accords d'acquisition de 9 chiffres. Les analystes de Wall Street ont salué notre plateforme comme étant l'avenir de la gestion de patrimoine indépendante. J'ai transféré notre siège social dans une tour de verre tentaculaire dans le centre-ville de Seattle, occupant les 3 derniers étages avec une vue panoramique sur le détroit de Puget. Tout au long de cette ascension stupéfiante, je suis resté totalement invisible pour ma famille. Arthur continuait d'envoyer ses bulletins de vacances trimestriels à son cercle du club de campagne. Les pages glacées étaient remplies de photos vibrantes de Tristan assistant à des galas de réseautage d'élite et de vacances dans des stations de ski de luxe. Les bulletins ne contenaient jamais une seule phrase sur mon existence. Mon père était parfaitement content de m'effacer du récit familial, croyant que j'étais toujours piégé dans un cycle de médiocrité de banlieue. Il a choisi de vivre dans une illusion organisée où son fils était une étoile montante et sa fille une note de bas de page oubliée. J'ai permis qu'ils maintiennent leur fragile hiérarchie. Je ne leur ai pas envoyé mes communiqués de presse d'entreprise ni ne les ai invités à mes fêtes de lancement de logiciels. Défendre mon succès auprès de personnes déterminées à me mal comprendre me semblait un gaspillage profond d'énergie. Je me suis concentré sur l'acquisition de mes concurrents et l'expansion de ma part de marché. Je savais que la façade élitiste qu'Arthur avait construite pour Tristan était financièrement intenable. Un style de vie financé par la dette secrète et le désespoir parental possède toujours une date d'expiration. Il me suffisait d'attendre que la fondation pourrisse. La trajectoire de collision s'est finalement matérialisée ce mardi matin fatidique. Sarah, la journaliste de la Tribune financière, avait involontairement fait voler en éclats l'illusion que mon père passait près de 2 décennies à maintenir. Le document d'enregistrement d'entreprise certifié qu'il lui avait remis prouvait que la fille qu'il avait écartée était un titan de l'industrie reconnu. Il prouvait que toute sa métrique de succès était fondamentalement erronée. J'étais assise dans mon bureau exécutif de Seattle en train d'examiner un dossier d'acquisition immobilière commerciale. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue dégagée sur les eaux grises et agitées du port. Mon bureau était une dalle de marbre poli, sans encombre, à l'exception d'un seul moniteur et de mon smartphone. Je savais que la journaliste devait visiter ma maison d'enfance ce matin-là pour vérifier mon adresse de dépôt d'entreprise initiale. J'anticipais une réaction, mais j'ai sous-estimé la vélocité de sa panique. L'horloge numérique de mon moniteur indiquait 10h14 du matin. Mon smartphone a vibré contre la surface en marbre. L'écran s'est allumé, affichant un indicatif régional familier de Chicago. C'était un numéro que je n'avais pas enregistré dans mes contacts, mais que je reconnaissais d'années de mémorisation. Arthur appelait. Il n'appelait pas pour offrir des excuses larmoyantes ou exprimer une fierté paternelle tardive. L'homme debout dans son hall de banlieue tenant un morceau de papier qui anéantissait sa vision du monde appelait pour réclamer son autorité volée. J'ai décroché l'appareil, balayé l'écran pour accepter la connexion,
et me suis préparé à écouter le son d'un empire qui s'effondre. La connexion s'est ouverte. Le silence a plané sur la ligne cellulaire pendant 3 secondes angoissantes. Puis la digue a cédé. Arthur n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas demandé si la journaliste sur son porche disait la vérité. Sa voix vibrait d'une panique frénétique et aiguë que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Il a exigé de savoir quel genre d'arnaque illégale j'opérais en utilisant mon adresse résidentielle. Il m'a accusé de fraude électronique fédérale et d'orchestrer un système pyramidal complexe juste sous son toit. Il faisait les 100 pas sur le parquet de son hall. Je pouvais entendre le coup sec de ses crampons de golf frappant le bois, résonnant d'avant en arrière. Il a brossé un scénario ridicule où j'avais volé l'identité de cadre fortuné et engagé une fausse journaliste pour flatter mon propre ego. La gymnastique mentale pure requise pour inventer ce récit était stupéfiante. Il s'accrochait désespérément à n'importe quelle paille fictive pour éviter de confronter la réalité terrifiante que sa fille écartée était un titan financier. Je me suis affalé dans ma chaise ergonomique en cuir et j'ai écouté le déroulement d'un patriarche. Les hommes qui construisent leur estime de soi sur la subjugation de leurs enfants possèdent des systèmes nerveux incroyablement fragiles. Lorsque leur bouc émissaire désigné s'élève soudainement au-dessus d'eux, leur cerveau ne peut pas traiter les données. Arthur projetait ses propres insécurités financières profondes directement sur moi. C'était l'homme qui se noyait secrètement dans des prêts hypothécaires secondaires et des cartes de crédit premium au maximum juste pour maintenir une façade de club de campagne. Pour lui, la richesse soudaine ne pouvait être que le résultat de la tromperie, car la tromperie était la seule monnaie qu'il comprenait vraiment. Avant que je puisse offrir un seul mot de réfutation, un clic aigu a résonné sur le réseau. Une deuxième voix est entrée dans la mêlée. C'était Tristan. Mon père avait paniqué et avait immédiatement mis en conférence son enfant d'or, cherchant un renfort juridique. Tristan parlait avec le ton arrogant et poli d'un homme qui regardait trop de drames télévisés de salle d'audience. Il n'a même pas pris la peine de saluer. Il a immédiatement lancé une tirade dégoulinant d'autorité légale fabriquée. Tristan m'a informé qu'il enregistrait la conversation pour son cabinet. Il a lancé des mots juridiques lourds espérant intimider la petite sœur qu'il avait l'habitude de harceler dans le bac à sable. Il m'a accusé d'ingérence malveillante et de vol d'identité corporative. Il a affirmé que ma petite manigance avec la tribune financière était une diffamation directe du nom de famille Harmonie. Il a insisté que si l'article était publié, cela déclencherait un scandale dévastateur qui nuirait irrémédiablement à sa réputation immaculée dans son prestigieux cabinet d'avocats du centre-ville de Chicago. Il a exigé que j'appelle immédiatement le rédacteur en chef de la publication. Il m'a ordonné de publier une rétractation complète et d'avouer avoir fabriqué toute l'entreprise Aura. Il voulait que je dise à la presse que je souffrais d'une dépression psychologique. Il a même suggéré que prétendre une instabilité mentale temporaire était le seul moyen de sauver notre famille de la ruine publique. Il a promis que si je me conformais, il me représenterait personnellement et négocierait un règlement discret avec les investisseurs lésés qu'il supposait que je cachais. J'ai regardé la vue panoramique imprenable du détroit de Puget par ma fenêtre. Le ciel était une couverture ininterrompue de gris ardoise correspondant au détachement froid qui s'installait dans ma poitrine. J'ai pensé au contraste frappant entre nous deux. Tristan était un associé junior qui n'avait jamais plaidé une seule affaire dans un vrai tribunal. Il passait ses journées à rédiger des accords de non-divulgation standards et à aller chercher le déjeuner pour les associés seniors. Il maniait son diplôme de droit comme un instrument contondant, espérant que le pur volume de sa voix masquerait le profond vide de sa carrière. Je me suis souvenu d'un après-midi distinct pendant ma 2e année d'études secondaires. Tristan avait reculé sa toute nouvelle voiture de sport louée dans un mur de soutènement en béton. Le véhicule était un cadeau de remise de diplôme d'Arthur. Au lieu d'accepter la responsabilité, Tristan m'en avait accusé. Il avait dit à notre père que j'avais laissé un vélo dans l'allée, le forçant à dévier. Arthur m'avait privé de sortie pendant 1 mois et avait payé la franchise d'assurance sans poser de questions de suivi. Tristan m'a offert un sourire suffisant et triomphant à travers la table du dîner ce soir-là. Il avait appris très tôt que la vérité était sans importance tant qu'il contrôlait le récit. Mais Tristan ne traitait plus avec une adolescente sans pouvoir dans une cuisine de banlieue. Il tentait d'intimider le PDG d'une entreprise évaluée à près d'1 milliard de dollars. Il lançait des menaces juridiques vides à une femme qui conservait un vaste département juridique d'entreprise peuplé de certains des avocats les plus impitoyables de la côte ouest. Sa désespérance avait le goût de laiton bon marché. Ricanement l'interrogatoire a duré 7 minutes ininterrompues. Mon père est intervenu à nouveau,
faisant écho aux exigences de Tristan. Ils se nourrissaient de leur panique mutuelle, construisant une chambre d'écho chaotique d'entitlement et de peur. Ils se peignaient comme les victimes tragiques de mon ambition imprudente. Ils croyaient sincèrement que leur autorité combinée briserait ma résolution. Ils s'attendaient à ce que je pleure, que je m'excuse, que je cède sous la pression et que je mendie leurs conseils. Ils attendaient que la fille moyenne se rende. J'ai laissé le silence s'étirer quand ils ont finalement manqué de souffle. L'absence de ma réaction les a troublés. J'ai entendu mon père s'éclaircir la gorge nerveusement. Tristan a demandé si j'étais toujours en ligne, son ton perdant une fraction de sa confiance imméritée. Je me suis penché en avant, reposant mes coudes sur la surface fraîche en marbre de mon bureau. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas justifié mes algorithmes, expliqué mes métriques d'acquisition d'utilisateurs, ou défendu la légitimité de mon financement d'amorçage. Expliquer mon empire à des hommes résolus à mon imperfection me semblait expliquer l'astronomie à un homme qui refuse de regarder le ciel. J'ai parlé avec une précision chirurgicale et calme. J'ai dit à Tristan que sa compréhension de la responsabilité d'entreprise était embarrassante pour un avocat pratiquant. J'ai suggéré qu'il revoie les statuts fédéraux concernant la diffamation avant de lancer le mot au hasard sur une ligne enregistrée. J'ai ensuite adressé la parole à mon père. Je l'ai remercié d'avoir fourni l'adresse résidentielle qui avait servi de rampe de lancement fondamentale pour ma société holding. J'ai dit que l'attrait du trottoir de son allée était fantastique dans nos dossiers d'entreprise. Arthur a bafouillé, tentant de lancer une nouvelle vague d'insultes, mais je l'ai coupé. Je n'ai laissé aucune place au débat. J'ai livré le fait final et immuable. J'ai dit aux deux que l'article de couverture de la tribune financière était déjà verrouillé. J'ai déclaré que le profil de 30 pages détaillant mon voyage de fille écartée à pionnière de la FinTech était imprimé, relié et chargé sur les camions de distribution. L'article sort vendredi. J'ai délivré les 6 mots avec la finalité d'un marteau de commissaire-priseur frappant un bloc de son. J'ai appuyé sur le bouton rouge de mon écran, coupant la connexion avant que l'un d'eux ne puisse prendre une respiration. J'ai posé le téléphone face contre terre sur mon bureau. Le silence dans mon bureau exécutif est revenu, net et imperturbable. Je savais que raccrocher n'éteindrait pas le feu. Cela ne ferait que verser de l'essence sur leurs égos fragiles. Les narcissiques n'acceptent pas la défaite par un réseau cellulaire. Ils ont besoin d'une cible tangible. Ils ont besoin d'un public pour valider leur réalité fabriquée. Arthur et Tristan étaient acculés dans un coin psychologique, et leur seule stratégie restante était une attaque frontale désespérée. Le gala annuel des 30 moins de 30 ans de la tribune financière était prévu pour ce samedi soir. L'événement était organisé dans une salle de bal vaste et opulente au cœur du centre-ville de Chicago, à moins d'une heure de route de la forteresse de banlieue de mes parents. C'était l'événement de réseautage principal de la décennie, attirant des capitals risqueurs éminents, la presse internationale et des milliardaires de la technologie. C'était une forteresse de succès authentique, lourdement gardée. J'ai ouvert mon calendrier numérique et j'ai examiné mon itinéraire de week-end. Mon assistant exécutif avait déjà organisé mon vol en première classe pour l'Illinois et coordonné mon service de sécurité privée pour le gala. Je savais avec une certitude absolue qu'Arthur et Tristan étaient en train de se précipiter pour formuler une contre-attaque. Ils brûlaient probablement leur faveur limitée et tiraient parti de leur lien creux du club de campagne pour s'assurer l'accès à l'événement exclusif. Ils avaient l'intention de m'acculer en personne. Ils envisageaient une embuscade où ils pourraient m'intimider jusqu'au silence, m'attirer dans un couloir sombre et me forcer à faire une rétractation avant que l'élite de l'industrie technologique ne reconnaisse mon visage. Ils voulaient protéger le fragile non-harmonie de l'embarras perçu de mon triomphe. Ils complotaient pour perturber la célébration même de mon travail. Ils ne savaient pas qu'ils planifiaient méticuleusement leur propre exécution publique spectaculaire. Le piège attendait à Chicago et j'étais parfaitement prête à les regarder y tomber. Le vol de Seattle s'est posé à l'aéroport international O'Hare un vendredi après-midi vif. La transition de l'air côtier humide du nord-ouest Pacifique au vent mordant de mon état d'origine portait un poids poétique distinct. J'ai contourné les terminaux bondés, sortant directement du tarmac privé pour monter dans une voiture noire en attente. Les vitres teintées m'ont isolé du pouls chaotique de la ville tandis que mon service de sécurité naviguait dans le labyrinthe tentaculaire des autoroutes du centre-ville. La dernière fois que j'ai traversé ces autoroutes spécifiques, j'étais une étudiante de 19 ans dans un bus de transport public, calculant si je pouvais me permettre une tasse de café générique avant mon quart de travail du soir. Aujourd'hui, un convoi synchronisé m'escortait vers le Magnifique Mile,
où une suite pantouse dans un hôtel 5 étoiles attendait mon arrivée. Mon assistant exécutif avait transformé la suite en une zone de répétition méticuleuse pour le week-end à venir. Des portants de vêtements de créateurs longeaient le périmètre du salon, mais mon choix était déjà finalisé. J'ai choisi un tailleur blanc immaculé sur mesure possédant des lignes architecturales et une silhouette d'une netteté chirurgicale. C'était un départ délibéré de l'uniforme standard des robes de cocktail discrètes et des smokings noirs prévisibles. Le tissu agissait comme une manifestation physique de mon étau corporatif. Il était brillant, sans excuse et impossible à ignorer. Je me tenais devant le miroir du sol au plafond, inspectant la coupe précise du revers. Je n'avais pas besoin de diamants ou de bijoux superposés pour signaler mon arrivée. L'évaluation vérifiée d'Aura fournissait toute l'illumination nécessaire. De l'autre côté de la ville, dans les confins calmes et suffocants de la banlieue, une préparation nettement différente était en cours. Arthur et Tristan étaient enfermés dans une course effrénée pour infiltrer le gala Forbes des 30 moins de 30 ans. L'événement maintenait une liste d'invités exclusives fortifiée par des couches de sécurité d'entreprise et une vérification stricte des accréditations. Ce n'était pas un dîner de charité où n'importe qui pouvait simplement acheter une table pour projeter une illusion de philanthropie. C'était un rassemblement d'élites de titans de l'industrie vérifiée, d'investisseurs internationaux et de journalistes éminents. Tristan comprenait les barrières rigides à l'entrée, mais son désespoir possédait un élan puissant. Il a passé son jeudi soir enfermé dans son bureau exigu au cabinet d'avocat, travaillant au téléphone. Il a épuisé son réservoir de faveurs professionnelles qui diminuait rapidement. Il a contacté un associé senior de son cabinet, un homme qui représentait plusieurs institutions financières majeures présentées dans le magazine. Tristan a raconté un récit frénétique, affirmant qu'il avait besoin d'assister au gala pour réseauter avec de potentiels clients fortunés afin de sauver les projections trimestrielles du cabinet. L'associé senior, agacé par les supplications incessantes, a transféré à contre-cœur 2 laissez-passer VIP d'entreprise au nom de Tristan. Tristan a imprimé les lanières numériques, ressentant une vague de triomphe imméritée. Il croyait sincèrement avoir déjoué un appareil de sécurité de plusieurs millions de dollars. Samedi soir est arrivé, peignant l'horizon de Chicago dans des nuances de violet brisé et d'or. Arthur avait loué une berline européenne coûteuse pour le trajet vers la ville. Il ne pouvait pas se permettre le tarif journalier sans dépasser la limite de sa dernière carte de crédit, mais paraître riche restait sa priorité absolue. Il portait un smoking vintage qui sentait légèrement les produits de nettoyage à sec et les boules antimites. Tristan était assis sur le siège passager, ajustant le nœud de sa cravate en soie, son genou rebondissant d'une énergie cinétique nerveuse. Le duo père-fils a passé le trajet de 40 minutes à fortifier leur illusion partagée. Arthur agrippait le volant en cuir, prononçant un monologue pratiqué sur l'importance de protéger la réputation de la famille Harmony. Ils se sont convaincus que j'exécutais une manœuvre pathétique et désespérée. Ils s'imaginaient que je m'introduisais dans le lieu par un ascenseur de service, peut-être vêtu d'une robe de liquidation, prétendant me mêler à l'élite de la technologie. Ils ont planifié leur intervention avec la précision d'une frappe militaire. Arthur prévoyait d'attraper mon bras, de me traîner vers le vestiaire et de me forcer tranquillement dans un taxi en attente avant que quiconque avec un appareil photo ne remarque ma présence. Tristan avait l'intention d'acculer les éditeurs du magazine, d'agiter ses accréditations de cabinet d'avocats et de menacer d'un procès en diffamation tentaculaire s'ils osaient imprimer mon nom. Il marchait vers une forteresse lourdement fortifiée de succès authentiques, ne portant rien d'autre que les armes creuses de leur propre arrogance. Le gala avait lieu à l'intérieur de la grande salle d'un hôtel historique du centre-ville. Le lieu dégageait une opulence sensorielle écrasante. De hauts plafonds voûtés présentaient des détails en feuilles d'or complexes réfléchissant la lumière d'une douzaine de lustres en cristal en cascade. L'air vibrait du murmure sophistiqué des capital risqueurs concluant des accords en coulisses et des journalistes obtenant des interviews exclusives. Les serveurs en uniformes impeccables circulaient dans la foule, équilibrant des flûtes à champagne en cristal et des amuse-gueules délicats sur des plateaux en argent. Un quatuor à cordes positionné sur une estrade de velours jouait des reprises classiques de chansons pop modernes, fournissant une toile de fond élégante au réseautage à enjeux élevés. Arthur et Tristan ont cédé la voiture de location au voiturier, montant sur le tapis cramoisi menant à la grande entrée. Ils se sont approchés du poste de contrôle de sécurité principal, agitant leur laissez-passer VIP emprunté avec une confiance exagérée. Le personnel de sécurité a scanné les codes barres, a hoché la tête brièvement, et s'est écarté. Arthur a ajusté sa posture, gonflant la poitrine en franchissant le seuil. Il a ressenti un profond sentiment de validation,
supposant qu'il appartenait naturellement aux milliardaires et aux pionniers de l'industrie. Il a balayé son regard à travers la salle étincelante, évaluant les participants à travers son objectif de banlieue étroit. Ils ont immédiatement commencé leur chasse. Ils n'ont pas regardé vers le centre de la pièce où trônaient les fondateurs éminents et les investisseurs principaux. Ils ont contourné la scène principale illuminée et le choral de presse désigné. Au lieu de cela, ils ont fouillé les ombres. Ils ont vérifié les coins tamisés près des portes de la cuisine, les zones de sièges isolés et les barres d'appoint. Ils ont examiné les visages du personnel de traiteurs et des coordinateurs d'événements, s'attendant à me trouver caché derrière un plateau d'amuse-gueule ou se rétrécissant contre un pilier décoratif. Leur biais inhérent les rendait totalement aveugles aux véritables dynamiques de pouvoir de la pièce. Ils sont passés juste à côté des PDG de conglomérats technologiques mondiaux, supposant que les jeunes cadres vêtus de vêtements minimalistes étaient de simples assistants. Tristan vérifiait son téléphone toutes les 3 minutes, son pouce glissant agressivement sur l'écran en vert. Il s'est essuyé une fine couche de sueur de son front, tentant de masquer son anxiété croissante. L'échelle tentaculaire de l'événement commençait à l'intimider. Il a réalisé que les personnes se tenant épaule contre épaule dans ce bal contrôlaient les institutions financières même qu'il essayait désespérément de satisfaire à son cabinet d'avocat. Il a commandé un double scotch au barman le plus proche, faisant glisser le liquide d'un seul coup peu gracieux. Il avait besoin du courage chimique pour maintenir sa façade. J'ai observé toute leur pitoyable patrouille depuis un poste d'observation sécurisé. La salle verte VIP était située sur un balcon mezzanine surplombant directement la grande salle de bal. L'enceinte vitrée teintée offrait une vue dégagée parfaite sur la foule tout en rendant les occupants totalement invisibles pour le sol en dessous. Je me tenais près de la vitre, tenant une flûte d'eau minérale pétillante, flanqué de mon directeur des relations publiques principales et de mon chef de la sécurité d'entreprise. J'ai regardé mon père heurter involontairement un investisseur providentiel en vue, omettant de s'excuser parce qu'il était trop occupé à scanner les issues de secours pour trouver sa fille. J'ai regardé mon frère tirer sur son col, son assurance arrogante se dissolvant régulièrement à un pas frénétique et agité. Ils avaient l'air remarquablement petits. L'architecture imposante de la salle de bal et la densité pure de la richesse vérifiée réduisaient leur arrogance de banlieue à une performance dénuée de sens. J'ai pris une lente gorgée de mon eau, suivant les mouvements erratiques de Tristan. Son désespoir visible a suscité une curiosité analytique spécifique dans mon esprit. Un avocat junior assistant à un événement de réseautage devrait projeter un charisme calme et calculé. Tristan, cependant, ressemblait à un homme se tenant au bord d'une falaise abrupte, attendant une forte bourrasque de vent. Sa panique semblait structurelle, pas seulement sociale. J'ai détourné le regard de la vitre surplombant la salle de bal et j'ai posé mon verre en cristal sur une table voisine. Le piège était parfaitement tendu pour la présentation sur la scène principale. Mais une exécution d'entreprise réussie nécessite de connaître toutes les vulnérabilités de son adversaire. J'ai décidé qu'il était temps de découvrir exactement ce que mon frère enfant d'or cachait sous son smoking de location coûteux. J'ai quitté la vitre teintée du balcon mezzanine, permettant au lourd rideau de velours de se fermer. L'énergie vibrante et chaotique de la grande salle de bal en dessous s'est estompée en un bourdonnement sourd et sophistiqué. Mon salon vert privé fonctionnait comme un centre de commandement d'entreprise temporaire plutôt que comme une simple zone d'attente. Des moniteurs lumineux longeaient une longue table de conférence en acajou où 3 de mes cadres supérieurs examinaient les livrables finaux pour notre trimestre à venir. Je me suis versé un verre d'eau minérale fraîche et me suis assise à côté de Marcus, mon directeur de la conformité principale. Aura n'était plus seulement une application de gestion de patrimoine rationalisée. Nous développions notre infrastructure à un rythme époustouflant. Plus tôt ce mois-ci, j'ai autorisé la création d'une division subsidiaire dédiée à l'acquisition de portefeuilles substantiels de créances de consommation en difficulté. Notre objectif était d'acheter ces passifs toxiques, de les restructurer et d'offrir un allègement réel des prêts aux groupes démographiques même que les secteurs bancaires traditionnels ignoraient régulièrement. Pour exécuter une transaction financière de cette ampleur, mon cabinet avait besoin d'une vérification rigoureuse de chaque entité juridique impliquée dans le transfert d'actifs. Je n'ai pas bâti une entreprise d'1 milliard de dollars en laissant la conformité au hasard. Marcus m'a tendu une tablette numérique élégante affichant les principaux fournisseurs représentant les créanciers basés à Chicago. J'ai fait défiler le registre alphabétique, mon doigt traçant le texte lumineux. Je me suis arrêté brusquement. Nichée entre 2 conglomérats bancaires d'entreprise se trouvait la crête familière de Kensington et Lowell.
C'était exactement le cabinet d'avocats prestigieux du centre-ville où mon frère Tristan régnait prétendument en tant qu'associé junior montant. Je n'ai trahi aucune once de reconnaissance personnelle. J'ai tapoté l'écran, faisant glisser la tablette vers Marcus. Je lui ai demandé d'exécuter une vérification approfondie des antécédents judiciaires de chaque avocat associé à cette firme spécifique avant de signer les documents d'acquisition finaux. Marcus a hoché la tête, ses doigts volant sur son clavier, lançant nos algorithmes propriétaires d'évaluation des risques. Il a supposé que c'était de la diligence raisonnable corporative standard. Il ne savait pas qu'il était sur le point de découvrir la fondation pourrie de ma hiérarchie familiale. Tandis que le logiciel passait au crible les registres d'État, les dépôts financiers et les bases de données juridiques, je suis retourné vers la fenêtre drapée. J'ai pensé au volume de l'arrogance imméritée que Tristan portait dans sa posture en bas. Je me suis souvenu d'un après-midi d'été humide pendant ma dernière année d'études secondaires. J'avais obtenu une bourse d'études complète pour l'université d'État. Quand j'ai fièrement montré la lettre d'acceptation officielle à mon père, il n'a à peine jeté un coup d'œil au papier. Il était trop occupé à écrire un chèque de scolarité conséquent pour un cours de préparation au test d'été que Tristan avait déjà échoué 2 fois. Arthur a tapoté l'épaule de mon frère, lui assurant que les tests standardisés étaient intrinsèquement truqués contre le génie naturel. La lettre de bourse s'est retrouvée ensevelie sous une pile de coupons de magasins d'alimentation sur l'îlot de cuisine. Tristan avait appris très tôt que ses échecs profonds seraient toujours fortement subventionnés, tandis que mes plus grands triomphes seraient toujours pénalisés par un silence assourdissant. Un carillon doux du terminal informatique a interrompu ma réflexion tranquille. Je me suis retourné et j'ai remarqué la couleur s'échapper rapidement du visage de mon directeur de la conformité. Marcus possédait une attitude stoïque, endurcie par des années d'enquête sur la fraude corporative. Mais les données qui remplissaient son écran le troublaient clairement. Il a pivoté son moniteur vers moi, sa voix basse et prudente. Il m'a informé que l'algorithme avait signalé un passif critique grave au sein de l'effectif de Kensington et Lowell. Il a pointé son stylo sur un fichier numérique spécifique portant le nom de Tristan Harmony. Le récit immaculé que mon père avait passé des décennies à cultiver s'est désintégré à travers l'écran lumineux en quelques secondes. Tristan n'était pas un avocat performant et à la cote montante, concluant des accords à des millions de dollars et côtoyant l'élite. Il était un passif disgracié. L'Ordre des avocats de l'État de l'Illinois avait discrètement suspendu son permis légal 3 mois plus tôt. Le dossier disciplinaire détaillait une séquence de violations éthiques profondes et stupéfiantes. L'enfant d'or avait franchi la limite légale ultime, irrémédiable. Il avait systématiquement accédé aux comptes de fiducie des clients sécurisés de son cabinet, mélangeant des fonds entièrement protégés pour payer secrètement une montagne écrasante de dettes de jeux illicites. Les données brutes dressaient le tableau pathétique et dévastateur d'un homme se noyant dans son propre orgueil. Tristan avait développé une dépendance sévère aux paris sportifs offshore et au poker à enjeux élevés. Lorsque son salaire d'associé junior n'a pas suffi à couvrir ses pertes croissantes, il a paniqué. Au lieu de faire face aux conséquences, il a siphonné des milliers de dollars des fonds des clients vulnérables, supposant qu'il pourrait récupérer le déficit avant que les audits trimestriels ne détectent sa trace. Il avait joué avec la vie des autres et avait perdu spectaculairement. Il était confronté à une révocation imminente et à une menace d'acte d'accusation fédérale si les fonds volés n'étaient pas réapprovisionnés d'ici la fin du mois fiscal en cours. Sa carrière était un cratère fumant. La piste d'enquête ne s'est pas arrêtée à mon frère. Notre logiciel a facilement suivi les injections d'argent frénétiques récemment déposées sur les comptes bancaires gelés de Tristan. L'origine de ces lignes de vie financières désespérées remontait directement à mon père. Arthur avait discrètement contracté une deuxième hypothèque brutale à intérêt élevé sur la maison coloniale de banlieue où j'avais grandi. Il avait drainé les dernières gouttes restantes de sa valeur nette de retraite et avait transféré l'argent à son fils criminel dans une tentative frénétique d'empêcher Tristan d'aller en pénitencier fédéral. Le patriarche du club de campagne s'asséchait pour couvrir un crime. L'ironie stupéfiante m'a submergé comme de l'eau glacée. Les 2 hommes qui se tenaient actuellement sur le parquet de la salle de bal en bas, me traquant pour protéger leur réputation familiale immaculée, se noyaient dans une mer de fraude vérifiée. Arthur m'avait traité de moyenne et de médiocre tout en ruinant secrètement ces dernières années pour financer un stratagème d'escroquerie. Tristan m'avait menacé de poursuites pour diffamation tout en cachant une licence suspendue et une enquête criminelle imminente. Leur existence entière était une illusion pourrie soutenue par de l'argent volé et une illusion parentale. Ils sont entrés dans une forteresse de succès authentiques vêtue de l'armure volée de menteurs. Je n'ai ressenti aucune tristesse.
Je n'ai ressenti aucune once de pitié pour l'enfant d'or qui s'était finalement brûlé les ailes en volant trop près de son propre orgueil. J'ai ressenti la clarté froide et indéniable d'un grand maître voyant les derniers mouvements sur un échiquier. J'ai ordonné à Marcus de contourner les résumés numériques et d'imprimer le dossier disciplinaire brut et non censuré. L'imprimante laser lourde dans le coin de la suite a ronronné, produisant page après page de preuves indéniables. Les relevés bancaires, les avis disciplinaires et les virements frénétiques de l'hypothèque surchargée de mon père tombaient parfaitement dans le bac de sortie. J'ai rassemblé les feuilles de papier chaudes, alignant les bords avec une précision délibérée. J'ai glissé les documents accablants dans un dossier en cuir gaufré élégant, lissant ma main sur le matériau sombre. J'ai fait venir Vance, mon chef de la sécurité d'entreprise imposant. Je lui ai tendu le dossier, mes instructions étant nettes et sans compromis. Je lui ai dit de garder le dossier en sécurité et de se tenir juste à mes côtés au moment où je descendrais de la scène principale et entrerais dans le salon privé. Le piège était entièrement armé, chargé avec les munitions exactes que ma famille avait si généreusement fournies. J'ai vérifié la montre en argent à mon poignet. Les organisateurs de l'événement signalaient l'avertissement de 2 minutes pour la présentation du conférencier principal via l'oreillette sécurisée. J'ai lissé les revers de mon tailleur blanc et j'ai pris une inspiration profonde et stable. Il était temps de tirer le rideau, d'entrer dans le projecteur aveuglant, et de laisser la fille moyenne se présenter formellement au monde. La zone des coulisses de la grande salle de bal ressemblait à l'intérieur pressurisé d'un moteur à haute altitude. Je me tenais dans les lourdes ombres des ailes en velours, sentant la faible vibration rythmique du quatuor de cordes classiques à travers les fines semelles de mes chaussures. Mon directeur des relations publiques principales s'est approché de moi et m'a adressé un dernier signe de tête bref avant de lisser l'épaule de ma veste de tailleur architectural blanc. Il a murmuré que la salle était à sa capacité légale maximale. Avec tous les principaux organes de presse et investisseurs technologiques du Midwest regardant la scène, je sentais le poids du dossier en cuir sombre dans la main de mon chef de la sécurité se tenant 2 pas derrière moi. C'était la seule armure physique dont j'avais besoin pour la soirée. La musique dans l'étage principal a changé brusquement. Le quatuor classique élégant s'est estompé et une pulsation électronique moderne et nette a pris sa place. Le rédacteur en chef du magazine La Tribune Financière s'est approché du podium en acajou, illuminé par un seul projecteur brillant qui traversait la salle de bal tamisée. Il a éclairci sa voix et ses mots amplifiés ont rempli la salle caverneuse, résonnant contre les plafonds voûtés en feuilles d'or. Il a commencé à décrire la liste annuelle des innovateurs, racontant à la foule l'histoire d'un visionnaire qui n'avait pas suivi le chemin traditionnel de l'Ivy League vers le succès. Il a parlé d'une fondatrice qui avait construit une infrastructure financière sécurisée dans les ombres sombres de l'industrie pendant que d'autres s'occupaient de poursuivre un statut social creux. Il a annoncé l'innovatrice la plus valorisée de l'année. Il a déclaré qu'Aura commandait actuellement une valorisation vérifiée de 850 millions de dollars. Il a ensuite prononcé le nom que mon père avait essayé d'enterrer dans une poubelle en plastique de banlieue il y a 12 ans. Il a souhaité la bienvenue sur scène à la fondatrice et PDG, Ocean Harmony. Je suis sorti de derrière le lourd rideau de velours. Les lumières de la salle étaient tamisées, mais la scène était inondée d'une lumière blanche aveuglante qui faisait disparaître le monde au-delà du bord de la plateforme dans un flot brumeux. L'écran numérique haute définition imposant derrière moi s'est animé, affichant mon portrait d'entreprise et les chiffres financiers stupéfiants que Sarah, la journaliste, avait mentionnés sur le porche. L'échelle massive de l'image rendait ma silhouette grande de 20 pieds. J'ai ajusté le microphone et j'ai regardé la mer de costumes sombres et de robes de soirée scintillantes. J'ai scruté la première rangée de la section VIP. Cette zone était réservée exclusivement aux sponsors d'entreprises de plus haut niveau et aux associés seniors des cabinets d'avocats, ce qui explique exactement comment Arthur et Tristan avaient réussi à se frayer un chemin dans la salle en utilisant des accréditations empruntées. Je les ai repérés instantanément. Ils se tenaient près d'une sculpture de glace décorative ornée, tous deux tenant des verres à scotch en cristal à moitié vides. Mon père était en pleine phrase, chuchotant probablement une autre insulte désobligeante sur ma prétendue fraude à un donateur voisin. Au moment où mon nom a résonné dans les haut-parleurs, Arthur s'est figé. Il a regardé la scène, les yeux écarquillés et vides, comme s'il voyait un fantôme se matérialiser devant lui. J'ai vu sa main perdre prise. Son lourd verre en cristal lui a glissé entre les doigts et s'est brisé sur le sol en marbre blanc avec un bruit qui a semblé aussi fort qu'un coup de feu dans la salle attentive. Du liquide sombre a éclaboussé ses chaussures cirées, mais il n'a même pas regardé en bas. Le patriarche du club de campagne voyait enfin la réalité qu'il passait une décennie à essayer d'effacer. Tristan se tenait juste à côté de lui.
Son expression arrogante et suffisante s'était entièrement désintégrée en un masque de choc pur et non atténué. Sa mâchoire s'est décrochée et son visage est devenu de la couleur des cendres humides. Il a regardé de moi à l'écran géant, affichant ma valeur nette, puis de retour au podium. Il ressemblait à un homme qui venait de voir sa vision du monde frauduleuse s'enflammer. L'enfant d'or regardait la sœur moyenne, et pour la première fois de sa vie, il n'avait pas de mots à utiliser contre moi. J'ai pris une lente inspiration et j'ai commencé mon discours d'ouverture de 5 minutes. Je n'ai mentionné aucun de leurs noms. Je n'ai pas parlé des dîners d'enfance où j'étais ignoré ou des trophées qui ont été jetés pour faire place à ces plaques de tennis. J'ai parlé du cran spécifique nécessaire pour bâtir un empire quand on vous dit tous les jours que vous êtes médiocre. J'ai parlé de l'erreur de jugement des gardiens prestigieux qui valorisent le pédigré sur la performance. J'ai maintenu un contact visuel direct et perçant avec mon père tout le temps. J'ai dit à la salle que lorsque les gens vous traitent de moyenne, ils ne décrivent pas votre potentiel, mais leur propre imagination limitée. J'ai dit que certaines personnes passent toute leur vie à garder un clubhouse tandis que d'autres achètent le terrain sur lequel le clubhouse est construit. J'ai vu Arthur tressaillir. Je l'ai vu détourner le regard, incapable de soutenir mon regard tandis que les personnes les plus puissantes de la ville m'offraient une ovation debout soutenue. Les applaudissements étaient un mur de son physique qui validait chaque heure passée dans ce restaurant ouvert 24h24 à racler le sirop des menus. Et chaque nuit où j'ai dormi dans ce studio de la Silicon Valley. J'ai quitté la scène en sentant la chaleur des lumières de la scène sur mon dos. Je ne suis pas retourné à la salle de bal principale. J'ai marché directement vers le salon VIP privé situé derrière la scène principale. Je savais que la présentation n'était que le dévoilement public. La vraie confrontation attendait dans le couloir. Vance, mon chef de la sécurité, s'est mis à marcher à mon rythme, sa main reposant sur le dossier en cuir contenant les secrets criminels de Tristan. Il m'a informé par son oreillette que mon père et mon frère tentaient déjà de franchir le périmètre de sécurité du salon. Ils ne venaient pas offrir un câlin tardif ou des excuses sincères. Ils venaient pour récupérer leur autorité volée. Ils venaient pour attaquer parce qu'ils croyaient toujours que j'étais la fille qu'ils pouvaient réprimander et faire taire. J'ai hoché la tête et j'ai dit à l'équipe de sécurité de les laisser entrer. Je voulais qu'ils aient exactement ce qu'ils étaient venus chercher. Je voulais qu'ils aient un public. Alors que j'entrais dans le salon, l'air était épais avec l'odeur des lys et de la cire de sol coûteuse. Je me suis tenu près d'une table basse en marbre et j'ai attendu. Les lourdes portes au bout du couloir se sont ouvertes avec un bruit sourd contre la moquette bleu marine. Arthur et Tristan ont marché vers moi, leur visage rougi par un mélange dangereux d'humiliation et de cupidité. Arthur n'avait pas l'air d'un père fier. Il ressemblait à un homme qui venait de découvrir une voûte cachée et essayait de trouver la combinaison. Tristan transpirait à travers son smoking loué, ses yeux se dirigeant vers la porte comme s'il s'attendait à ce qu'une escouade d'agents fédéraux fasse irruption à tout moment. La fille moyenne avait disparu, et ils affrontaient enfin la femme qui possédait le terrain sur lequel ils se tenaient. Je veux que vous imaginiez leur expression lorsqu'ils ont réalisé que la fille qu'ils traitaient de déception était maintenant la personne qu'ils devaient supplier pour survivre. Laissez un commentaire et dites-moi si vous avez déjà eu un moment où vous avez finalement obligé vos détracteurs à voir la vérité. Je veux entendre vos histoires de victoire. Restez avec moi, car l'embuscade des vautours était sur le point de commencer et j'avais la preuve de chaque mensonge qu'ils avaient jamais raconté. Les lourdes doubles portes du salon VIP se sont ouvertes avec un bruit sourd contre la moquette bleu marine. Je ne me suis pas retourné immédiatement. Je suis resté debout près de la fenêtre du sol au plafond, regardant les lumières scintillantes de l'horizon de Chicago se refléter dans la vitre. L'air de la pièce était frais et portait l'odeur coûteuse de l'ozone filtré et des lys frais. J'ai entendu le claquement rythmé de mes chaussures de paire suivi du frottement inégal et frénétique des pas de mon frère. Ils n'ont pas attendu d'invitation. Ils n'ont pas attendu que l'équipe de sécurité annonce leur présence. Ils ont marché au centre de la pièce avec la confiance imméritée d'hommes qui croyaient que leur lignée leur accordait un siège permanent à n'importe quelle table. Arthur s'est arrêté à 3 pieds derrière moi. J'ai vu son reflet dans la vitre. Il ajustait les poignets de son smoking vintage. Sa poitrine était gonflée comme un rapace. Il n'était plus l'homme stupéfait qui avait laissé tomber son verre sur le parquet de la salle de bal. Il avait passé les 20 dernières minutes dans le couloir à remonter méticuleusement son ego. Il avait trouvé un moyen de transformer mon succès en sa propre réalisation. Je l'ai regardé lisser ses cheveux et s'éclaircir la gorge avec une autorité pratiquée. Il a parlé le premier.
Sa voix portait une chaleur creuse et forcée qui a fait picoter ma peau. Il m'a appelé Océane, comme si nous avions passé tous les dimanches matins des 10 dernières années à partager du café au lieu d'années de silence glacial. Il m'a dit qu'il était fier de moi. Il a dit qu'il avait toujours su que je possédais une étincelle latente de grandeur. Puis le pivot a commencé. Il a fait un pas de plus près, son reflet s'agrandissant dans la fenêtre sombre. Il ricanement a affirmé que son traitement sévère pendant ma jeunesse était une stratégie pédagogique délibérée. Il a réellement utilisé l'expression « motivation peu conventionnelle ». Il a insisté qu'en me refusant un soutien financier et en m'appelant moyenne, il avait forgé l'endurance nécessaire pour survivre au monde impitoyable de la technologie. Il voulait être l'architecte principal de ma résilience. Il a suggéré que ma valorisation de 800 millions de dollars était le dividende direct de son éducation. Il s'est tenu là, s'attendant à ce que je me retourne et le remercie pour les nuits froides au restaurant et les années où j'étais un fantôme invisible dans ma propre maison. Je n'ai pas offert la satisfaction d'une réponse. J'ai gardé mon regard fixé sur les lumières de la ville. J'ai pensé à l'hiver où j'ai porté des chaussures avec des trous dans les semelles parce que je devais choisir entre de nouvelles chaussures et mes frais d'hébergement de serveur. J'ai pensé au bulletin de vacances où j'étais un espace vide. Arthur tentait de coloniser ma victoire, revendiquant mon indépendance comme son propre design intelligent. C'était une démonstration stupéfiante de flexibilité narcissique. C'était un homme qui pouvait regarder une montagne que j'avais escaladée seul et dire à tout le monde qu'il avait fourni l'oxygène. La tension atmosphérique dans la pièce a changé lorsque Tristan a finalement brisé son silence. Mon frère n'était pas intéressé par les origines philosophiques de mon succès. Il vibrait d'une énergie cinétique brute qui frôlait l'hystérie. Il a poussé notre père et s'est placé dans mon champ de vision. L'enfant d'or poli qui commandait autrefois chaque pièce avec un sourire suffisant avait disparu. À sa place se tenait un homme avec de la sueur imbibant le col de sa chemise et des yeux qui se dirigeaient vers la porte comme s'il s'attendait à ce qu'une escouade d'agents fédéraux fasse irruption à tout moment. Ses mains tremblaient si fort qu'il devait les enfoncer dans les poches de son pantalon de smoking. Il n'a pas pris la peine de raconter l'histoire du « dur amour ». Il m'a dit d'arrêter de jouer la comédie. Il m'a accusé d'être une thésaurisatrice égoïste de ressources. Il a avoué qu'il était dans une situation qui nécessitait une liquidité immédiate et totale. Il a admis que ses dettes de jeu avaient atteint un point de rupture. Il a révélé qu'il devait 400 000 $ à un groupe de créanciers offshore qui ne se souciait pas de ses accréditations de cabinet d'avocats ou du nom Harmonie. Il m'a dit qu'il avait utilisé des fonds de clients pour rester à flot et que l'audit de conformité du cabinet était prévu pour lundi matin. Il avait précisément 48 heures pour reconstituer le capital volé ou il ferait face à un acte d'accusation criminelle pour détournement de fonds. Il a exigé que je lui fasse un chèque. Il a dit que pour quelqu'un de ma valeur nette, 400 000 $ n'était qu'une erreur d'arrondi privé. Il a affirmé que puisque j'avais utilisé l'adresse de la maison familiale pour enregistrer ma première entreprise, j'avais une obligation morale et légale de protéger la famille d'un scandale public. Il a utilisé le mot « loyauté » comme s'il s'agissait d'une note de rançon. Il a insisté sur le fait que mon succès était un atout familial et qu'il avait droit à une part de celui-ci pour sauver sa vie. Il m'a regardé et a dit que je lui devais les années où il avait été le fils parfait pendant que j'étais à l'ouest, étant une déception. Je me suis finalement détourné de la vitre. Le mouvement était lent et délibéré. J'ai regardé mon frère, son visage déformé par un mélange de cupidité prédatrice et de terreur brute et authentique. C'était le garçon à qui tout avait été donné sur un plateau d'argent, et il avait réussi à transformer tout cela en ruine fumante. Il avait joué avec la vie des autres, et maintenant il voulait que je paie pour le privilège de sa criminalité. Arthur est intervenu à nouveau, sa voix perdant sa chaleur forcée et adoptant le tranchant d'un ordre. Il a dit que Tristan avait raison. Il a dit qu'un Harmonie en prison serait une tâche sur l'empire que j'étais en train de construire. Il a suggéré que si je voulais rester en couverture de la tribune financière, je devais m'assurer que les problèmes juridiques de mon frère disparaissent discrètement. Ils étaient une équipe de vautours se tenant dans une pièce où ils n'avaient pas été invités, exigeant un festin qu'ils n'avaient pas gagné. J'ai regardé les deux hommes se tenant sous le lustre en cristal du salon privé. Le silence entre nous était lourd et total. Je n'ai pas tendu la main vers mon chéquier. Je n'ai offert aucun mot de réconfort. J'ai senti la présence de Vance, mon chef de la sécurité, se tenant derrière moi. Je savais que dans sa main, il tenait le dossier en cuir contenant la preuve vérifiée de chaque mensonge qu'ils étaient en train de raconter. L'enfant d'or demandait un sauvetage,
et le patriarche exigeait un dividende. Il supposait que j'étais toujours la fille moyenne qu'il pouvait intimider jusqu'à la soumission. Il ne savait pas que j'étais sur le point de leur montrer exactement ce qui se passe lorsque vous essayez de faire chanter une femme qui construit ses propres fondations. Le conflit dans la pièce ne concernait plus le passé ou les trophées ou le restaurant. Il s'agissait de survie. Tristan a fait un pas vers moi, sa voix tombant en un grondement bas et menaçant. Il m'a dit que si je ne l'aidais pas, il ferait de sa mission de détruire ma réputation. Il a promis de dire à tous les journalistes de la ville que j'étais une fraude qui avait bâti mon entreprise sur des idées volées. Il était acculé et il était prêt à mettre le feu à la maison avec nous deux à l'intérieur. Je l'ai regardé respirer, sa poitrine se soulevant d'effort. Il attendait que je craque. Il attendait que la fille moyenne cède. J'ai simplement fait signe avance de s'avancer. La vraie exécution était sur le point de commencer. Je me suis tenu au centre du salon privé et j'ai permis au silence de s'épaissir jusqu'à ce qu'il ressemble à un poids physique dans la pièce. J'ai regardé les deux hommes se tenant devant moi et j'ai senti une clarté froide et cristalline balayer les dernières traces persistantes de mon besoin infantile de leur approbation. Tristan se penchait vers moi, sa respiration lourde et râpeuse, ses yeux brillants d'une intense intensité prédatrice désespérée. Il n'était plus l'enfant d'or poli qui tenait court au club de campagne. C'était un homme se tenant sur un précipice qui se rétrécissait, cherchant quelqu'un à pousser dans l'abîme pour pouvoir remonter. Arthur se tenait légèrement derrière lui, sa mâchoire figée dans cette ligne rigide familière d'autorité imméritée, ses bras croisés sur sa poitrine comme s'il était toujours le juge-président de ma vie. Carter a ricané et s'est essuyé une perle de sueur de la tempe avec le dos de sa main. Il m'a dit que sa patience avait atteint sa limite finale. Il s'est penché plus près, sa voix tombant en un sifflement bas et vibrant qui résonnait contre les murs de marbre. Il m'a rappelé que les documents fondamentaux d'Aura étaient enregistrés en utilisant l'adresse de ma maison d'enfance. Il a affirmé qu'il avait déjà consulté un associé senior en contentieux de son cabinet et qu'ils étaient prêts à plaider devant un tribunal du Delaware que la famille avait légalement droit à une participation de 50% dans ma propriété intellectuelle. Il a appelé cela une réclamation d'équité de sueur. Il a menacé de déposer une injonction d'urgence lundi matin qui paralyserait mes actifs pendant des années et ferait dérailler efficacement mon introduction en bourse imminente. Il a promis de traîner mon nom dans la boue jusqu'à ce que l'industrie technologique me considère comme une fraude qui avait siphonné des ressources de sa famille pour construire une fortune privée. Arthur est intervenu à nouveau, sa voix perdant sa chaleur forcée et adoptant le tranchant d'un ordre. Il m'a dit d'arrêter d'être difficile et d'agir comme un membre de la famille Harmony. Il a insisté que si j'écrivais le chèque de $400 000 immédiatement, nous pourrions laisser cette malheureuse incompréhension derrière nous et avancer en tant que front uni. Il a suggéré qu'en tant que milliardaire, je devrais être reconnaissante d'avoir l'opportunité de protéger le nom de famille de l'embarras d'un scandale public. Il parlait comme s'il m'offrait un règlement miséricordieux au lieu d'exiger une rançon pour mon propre travail acharné. J'ai pensé aux années où j'ai passé à me rendre plus petite pour qu'il puisse se sentir plus grand. Je me suis souvenu des dîners où ma voix était un espace vide et des trophées qui étaient rejetés parce qu'ils ne correspondaient pas à la définition étroite du succès de mon père. J'ai regardé Arthur et j'ai réalisé qu'il me considérait toujours comme une ressource à gérer plutôt que comme une fille à respecter. Il avait passé 18 ans à m'entraîner à croire que j'étais moyenne. Et maintenant, il essayait de tirer parti de cet entraînement pour me harceler afin de subventionner l'incompétence criminelle de son fils. Il supposait que parce que j'étais une femme, j'accorderais de l'importance à la paix familiale plutôt qu'à la logique financière. Je n'ai pas tendu la main vers un chéquier. Je n'ai offert aucun mot de négociation. J'ai simplement tourné légèrement la tête et j'ai fait signe à Vance, qui se tenait comme une sentinelle de pierre près des lourdes portes en acajou. Mon chef de la sécurité s'est avancé, ses mouvements silencieux et précis. Dans sa main, il tenait le dossier en cuir gaufré que Marcus avait préparé dans le salon vert. Il ne me l'a pas tendu. Il l'a tendu vers Carter. Carter a arraché le dossier, ses doigts tremblants d'une avidité frénétique. Il supposait probablement que c'était l'accord de transfert signé qu'il avait exigé. Il a commencé à offrir un sourire suffisant et triomphant, regardant notre père comme pour signaler leur victoire. Mais lorsqu'il a ouvert la couverture et a vu la première page, le sourire ne s'est pas seulement estompé. Il s'est désintégré. Les documents à l'intérieur n'étaient pas un règlement. Ils étaient un enregistrement chirurgical de sa propre ruine. J'avais utilisé les algorithmes même que mon père appelait un passe-temps stupide pour suivre chaque odeur qui avait circulé dans les comptes de mon frère.
Le dossier contenait le dossier vérifié de l'Ordre des avocats de l'État concernant la suspension de son permis. Il contenait les copies des fonds d'entièrement des clients mélangés et les registres spécifiques des syndicats de jeux d'argent offshore qui le traquaient actuellement. Il comprenait même les dossiers détaillés du prêt hypothécaire secondaire qu'Arthur avait contracté pour financer aveuglément ce désastre. J'ai regardé Carter scanner les pages, son visage devenant couleur de cendre. L'associé junior arrogant et confiant qu'il avait ridiculisé pendant une décennie s'est évaporé juste devant nous. Sa posture s'est effondrée et ses épaules se sont hissées vers ses oreilles comme s'il essayait de disparaître. Il a tourné les pages de plus en plus vite, sa respiration devenant une série de halètements aigus et superficiels. Il a regardé les relevés bancaires qui prouvaient que je savais exactement combien il avait volé et où l'argent était allé. Il a réalisé que la sœur moyenne qu'il avait ridiculisée pendant une décennie n'était pas seulement prospère. Elle était son juge et son jury. Arthur s'est avancé et a arraché le dossier des mains tremblantes de Tristan. Il a exigé de savoir ce que j'essayais de faire. Mais alors que ses yeux parcouraient les mêmes faits froids et durs, il est tombé dans un silence terrifiant et absolu. Il a vu sa propre signature sur les documents hypothécaires qu'il avait cachés au monde. Il a vu la preuve que son enfant d'or était un détourneur de fonds confronté à un acte d'accusation fédérale. Le public qu'il avait assemblé en bas pour sa propre performance n'était plus de son côté, et il savait que le masque s'était finalement fissuré. Je suis resté ferme et j'ai regardé directement mon père. Je lui ai dit que je n'avais pas bâti mon empire sur la permission d'hommes comme lui. J'ai expliqué qu'Aura était construite sur des données vérifiées et que les données contenues dans ce dossier étaient la seule chose qui comptait. Maintenant, j'ai dit à Tristan que s'il prononçait même le mot « procès », je remettrais ce dossier entier au procureur fédéral lundi matin avant même que les portes du palais de justice ne s'ouvrent. J'ai clairement indiqué que je n'étais pas son filet de sécurité et que je ne serais pas son guichet automatique. J'étais la personne qui détenait les reçus pour chaque mensonge qu'il avait jamais raconté. Le silence dans le salon était absolu. Ma mère, Diane, était apparue dans l'embrasure de la porte, le visage humide de larmes, ses mains tremblantes alors qu'elle observait l'effondrement final de la hiérarchie qu'elle défendait depuis 35 ans. Elle a regardé mon père, puis moi, et pour la première fois de ma vie, elle n'a pas eu de remarques dédaigneuses ou de critiques acerbes. Elle a regardé la fille qu'elle traitait d'inutile et a vu une femme qui avait finalement trouvé les documents pour prouver qu'elle était suffisante. J'ai regardé Tristan laisser tomber le dossier sur le sol, les pages éparpillées sur la moquette bleu marine comme des feuilles d'automne. Il m'a regardé avec un mélange de haine et de terreur authentique et brute. Il a réalisé que son trône d'or était parti, et que la maison où il avait grandi était construite sur une fondation de dettes que je contrôlais maintenant. Mais avant que l'un d'eux ne puisse prononcer un autre mot désespéré, les lourdes portes se sont ouvertes une fois de plus. Un associé directeur senior du cabinet d'avocats de Tristan, qui assistait au gala, est entré dans la pièce. Il a vu les dossiers disciplinaires éparpillés sur le sol. Il a vu le visage cendré de Tristan et il m'a vu. L'échec et mat final n'était plus une menace. C'était une réalité entrant par la porte. Je suis Océane Harmonie et je voulais que ma famille sache que la fille moyenne ne survit pas seulement, elle garde les reçus.